Dimitri Pavlenko, Jean Castex se rend ce soir en Tunisie. C'est sa première sortie internationale d'envergure. Oui. Une visite pour resserrer les liens avec un pays qui passe pour être, on va dire, le bon élève du Maghreb. Comment va la Tunisie? Est-ce qu'on peut planter déjà le décor? Ça va pas très fort. Hein. Je vais surtout vous faire un peu le portrait du pays en ce moment. Ça va pas très fort. Depuis 10 ans, pourtant, la Tunisie, vous savez, on dit que c'est la seule vraie transition démocratique aboutie des printemps arabes. Mais le pays est confronté à une crise qui a plein de facettes, à la fois politique, sociale, économique, une crise économique très forte et migratoire, évidemment. C'est l'un des sujets, des gros dossiers, objet du déplacement de Jean Castex, Premier ministre confiné jusque-là. Alors, la crise politique, je vais pas m'aventurer dans les méandres de la vie politique tunisienne. C'est très compliqué, mais en substance, vous avez deux grands conflits en ce moment, un qui se joue entre le président Kais Saied et le chef du gouvernement, le Premier ministre Hichem Mechichi, et vous avez un conflit très, très fort aussi au sein de l'Assemblée tunisienne entre d'un côté Ennahda, qui était le parti, on va dire islamiste, qui a dirigé le pays après le printemps arabe, mais qui aujourd'hui est en déclin et qui est opposé face à un parti qui lui est qualifié de populiste et surtout qui est nostalgique de la période Ben Ali. Ouais, on revient à ça. Et la situation sociale, elle est aussi extrêmement mauvaise. L'économie tunisienne n'allait pas très fort déjà avant Covid, mais alors là, la crise n'a évidemment rien arrangé, puisque le PIB tunisien, 14%, c'est le tourisme. Et le tourisme, les recettes se sont effondrées des 2/3 pratiquement l'année dernière. Résultat, vous avez un taux de chômage qui frôle aujourd'hui les 18%. Faut savoir aussi qu'en Tunisie, le secteur informel, l'économie informelle, tout ce qui n'est pas déclaré, est extrêmement important. Plus d'un emploi sur deux, c'est dans l'économie informelle. Ce sont des gens qui, évidemment, se sont retrouvés sans filet de sécurité sociale. Donc, vous avez des manifestations absolument tout le temps, depuis des mois en Tunisie, qui ont été, on va dire, gérées extrêmement durement, fermement par le gouvernement. Ça, évidemment, n'adoucit pas les tensions sociales. Les manifestants, qu'est-ce qu'ils demandent généralement? Plus d'embauches dans le secteur public. Alors, les chiffres du secteur public tunisien sont assez hallucinants. La fonction publique tunisienne est totalement obèse. Le traitement des fonctionnaires, c'est-à-dire le salaire des fonctionnaires, c'est 17% du PIB, c'est près de 80% du budget de fonctionnement de l'État. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez les masses financières. De surcroît, la Tunisie, c'est un pays qui est extrêmement endetté. La dette tunisienne frôle les 90%. Ils sont moins que nous, quand même. Mais bon, ils sont aussi beaucoup plus tributaires des marchés internationaux. Et surtout, cette dette, elle a progressé de 35 points en l'espace de 5 ans. La notation Fitch, elle est passée de stable à négative. Donc, tout ça n'est absolument pas bon, parce que ça renchérit le coût des emprunts souverains pour les Tunisiens, alors que la monnaie, elle, a plutôt tendance aussi à s'affaiblir par rapport à l'euro. Bon, bref, le pays est au bord du défaut de paiement. Pour faire simple, il est question de recourir au FMI pour la 3e fois en 10 ans. Évidemment, une intervention du FMI s'accompagne de réformes structurelles qui sont généralement assez lourdes. L'État tunisien songe à arrêter les subventions aux produits de première nécessité. Donc ça va avoir un impact direct sur la vie quotidienne des Tunisiens. Bref, ça va mal. Je dirais qu'il y a un sentiment général un peu de dépôt de bilan. Et je ne vous ai pas parlé de la criminalité et de la corruption, qui sont aussi des éléments de la vie économique tunisienne. Sur le plan sanitaire, comment va le pays? Qu'en est-il aussi de la question migratoire sur place? Alors, l'épidémie, elle a vraiment commencé là-bas qu'en septembre, donc bien après nous. En revanche, ils ont eu une vague en janvier qui a été terrible. Et là, ils vivent une seconde vague depuis la fin du mois d'avril. Ils sont dans un système de couvre-feu un peu comme nous. C'est 13 000 morts, le Covid, en Tunisie. Alors, ça paraît peu par rapport à nos plus de 100 000 morts. Mais il se dit, les Tunisiens en parlent beaucoup en ce moment, que le pays pourrait en fait détenir le triste record du plus grand nombre de morts pour 100 000 habitants. Ils en sont là. On parle tout le temps de l'Inde, mais la Tunisie vit une situation qui est peut-être probablement pire, et la campagne de vaccination est beaucoup moins avancée que la nôtre. Ils sont à 5% de primo-injection. Alors les migrations, en fait, puisque pour les Tunisiens, c'est un sujet majeur. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a eu un téléfilm qui est passé pendant le Ramadan qui parlait de l'émigration des Tunisiens, de tous ces Tunisiens qui quittent le pays parce que la crise économique, et ce film a fait énormément parler dans le pays. Pour vous donner une idée, les Tunisiens, c'est le plus gros contingent de tous les migrants qui traversent la Méditerranée, qui pour venir tenter leur chance en Europe, c'est de l'ordre de 15% de tous les migrants qui franchissent la Méditerranée. Et à cela s'ajoutent aussi toutes les migrations légales, les ingénieurs, les médecins, la fuite des cerveaux, totalement. Je vous donne un chiffre aussi qui m'a stupéfait, près de 80%
des jeunes inscrits à l'Ordre des médecins de Tunisie ont fait une demande de radiation pour partir à l'étranger. Ils vont en France, ils vont en Belgique, ils vont en Allemagne, ils vont au Canada. Rendez-vous compte, 80%, c'est-à-dire 700 à 800 jeunes médecins qui fuient le pays. Évidemment, alors là, vous faites le lien avec la crise du Covid. Et puis, bon, il y a la question évidemment des clandestins. Alors, pourquoi Jean Castex est aujourd'hui en Tunisie? Il est question aujourd'hui que l'Union européenne accorde une aide économique au pays, mais il y aurait une contrepartie. Ce serait justement, que les Tunisiens fassent des efforts supplémentaires pour empêcher le départ de migrants. Objectivement, les autorités tunisiennes sont vraiment dépassées par le phénomène. Et puis, plus il y a de départs, plus vous avez de chances de passer, mécaniquement. Il est aussi question, et c'est ce que demande l'Union européenne, que la Tunisie reprenne ses illégaux. Et alors là, il se trouve que le président Kais Saied, il a des tendances souverainistes assez affirmées. Il n'a pas tellement envie d'avancer sur ce dossier-là. Donc Gérald Darmanin, ce soir, va lui dire, on a notamment, nous, des radicalisés qu'on aimerait bien que vous repreniez. Lui, qu'est-ce que va-t-il répondre? C'est chez vous qui se sont radicalisés. Et d'ailleurs, illustration, c'était que le terroriste qui a tué la policière dans le commissariat de Rambouillet était un Tunisien, il est arrivé en France en 2009. Il a le profil de ces gens que Gérald Darmanin aimerait bien renvoyer en Tunisie, mais dont la Tunisie, aujourd'hui, ne veut pas. Éric Zemmour? Non, mais c'est toujours la même discussion. Vous avez tiqué sur les aides, par exemple? Sur les aides, oui, parce qu'on leur donne des aides en plus au lieu plutôt de leur faire pression en leur disant si vous reprenez pas vos clandestins, on vous coupe les aides qu'on vous donne déjà. Je pense que ce serait déjà un peu plus efficace plutôt que de leur rajouter des aides pour des choses qu'ils ne feront pas. Vous voyez, ça me paraît le bon sens, mais bon. Et puis Dimitri a tout à fait raison de le rappeler de l'autre côté. C'est-à-dire que moi, je vois le plus souvent du côté de la France, les ravages que font tous ces immigrés. Mais il faut voir aussi, effectivement, Dimitri a raison, la fuite des cerveaux pour ces pays-là. Des élites qu'ils ont formées à grands frais, ce qui leur coûte cher, et des gens qui partent, qui sont médecins, etc., pour aller dans les hôpitaux français. Alors que, vous voyez, tout le monde est mécontent. Nous, on fait un numerus clausus imbécile avec nos étudiants en médecine, et après, on fait venir des médecins tunisiens, algériens, marocains, parce qu'on les paye moins cher. Et ça prive les hôpitaux tunisiens, algériens et marocains. C'est perdant-perdant, pour paraphraser la formule de nos chers libéraux.